notre vision des traités, elle n'est pas dogmatique. On n'a pas un problème avec des traités européens, c'est avec ces traités spécifiques. Donc, empêche de faire un investissement dans la transition écologique parce que impose une règle des 3% de déficit. Et donc, on ne peut pas investir les dizaines de milliards d'euros qu'il faut pour les énergies renouvelables. Et ces traités ont aussi inscrit dans leur ADN la concurrence libre et non faussée en matière de services publics, ce qui explique la mise en concurrence de notre rail et de notre fret, par exemple. Et enfin, ces traités-là ont inscrit le libre-échange dans leur ADN. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer, tourner la page de ces traités et en écrire de nouveaux. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous dites nous en sortons. Dans l'hypothèse où ça ne marche pas, ce que quand même ça n'a jamais été essayé, et je pense que c'est aussi une manière de sauver l'Union européenne quelque part, mais dans l'hypothèse où ça ne marche pas, nous dirons que ces dispositions aujourd'hui qui posent problème, alors nous ne les appliquerions pas. Parce qu'il en va de la survie de l'humanité que de faire la transition écologique. Et donc ne pas respecter ces règles-là, ça ne va pas pour autant nous mettre dehors de l'Union européenne. Donc vous restez dans la copropriété de l'Union européenne, si j'ose dire, mais vous ne payez plus les charges pour emprunter une image, ou en tout cas vous ne respectez plus le règlement intérieur pour une période. On ne respecte pas, respecte pas certaines règles, mais vous savez, nous on ne respectera pas la règle des 3% de déficit pour faire la transition écologique. Et de l'autre côté, vous avez des pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie ou la Pologne, qui violent allègrement les droits de l'homme et on ne les met pas dehors pour autant. Alors parce qu'on veut sauver la planète, nous on nous pointerait du doigt et ceux qui violent les droits de l'homme, on ne dirait rien. Je pense qu'aujourd'hui, l'ambition que l'on porte permet aussi d'ouvrir la voie vers ces nouvelles règles qui peuvent permettre de sauver l'Union européenne. Manon Aubry, on continue sur les ambiguïtés, les complexités du discours de la France insoumise. Le mot gauche, il vous encombre ? Moi, je vais être très claire sur ce mot-là. Moi, je suis profondément de gauche. C'est un ADN politique qui m'est chevillé au corps. Parce que j'ai grandi dans un univers de gauche. Parce que pour moi, ça a du sens. Mais aujourd'hui, la gauche n'a plus de sens pour beaucoup de gens. Si la gauche est associée à ce qu'a fait le Parti socialiste, notamment sous François Hollande quand ils étaient au pouvoir, à savoir les crédits d'impôt qui ont été multipliés comme jamais en faveur des grandes entreprises et les cadeaux fiscaux qui ont démarré sous l'ère de François Hollande, au niveau européen, le soutien à des traités de libre-échange. Les traités de libre-échange européens, c'est organiser un grand déménagement du monde. Faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, il y a des gens qui prennent le petit-déj en ce moment, faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, alors que du lait, il y en a qui est produit ici en France, et il y en a déjà trop qui est produit. Voilà des exemples concrets de ce que la gauche a fait. Alors oui, ce mot est le galvaudé. Mais alors c'est ce que vous appelez la fausse gauche qui vous ennuie ou alors, oui, c'est ce qu'a fait la gauche. En fait, ce qui m'ennuie, c'est ce que certains hommes politiques ont fait au nom de la gauche, que ce soit au niveau français comme au niveau européen. Mais vous savez, je pense que la gauche est en jachère et qu'on est en train d'en semer les nouvelles graines. Alors, on est en train d'en semer les nouvelles graines sur ce qui fait la base idéologique initialement de la gauche, à savoir celui du partage des richesses, celui de la transition écologique, pour réconcilier peut-être les gens avec la gauche. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce mot, pour beaucoup de gens, ne suffit pas à mobiliser. Parce que d'aucuns vous soupçonnent, Manon Aubry, pas vous personnellement, mais la France insoumise, d'avoir une stratégie que l'on pourrait qualifier de populiste, ni droite ni gauche, qui pourrait par exemple manger sur les plates-bandes du Rassemblement national. Mais qu'est-ce que ça veut dire populiste ? Ça veut dire incarner les aspirations du peuple. Moi, j'ai pas de problème dans ce cas-là à être populiste. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons campagne et on essaie autant que faire se peut. Et je pense que sur France Culture, on peut développer des idées et on essaie de faire campagne sur ces idées-là, des notions de partage des richesses, de transition écologique, de lutte contre l'évasion fiscale et de justice fiscale, de justice sociale. Et on pose ces principes-là dans le débat politique, qu'ils soient associés à la gauche, tant mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ces idées-là qui doivent convaincre et pas seulement le mot gauche saisi comme un totem. Et ceux qui s'en sont saisis, souvent, ont détruit ce mot-là. Frédéric Seyss. Dans votre programme, venons-en à vos idées, pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne, ce qui est écrit, page 10, c'est que l'élargissement à de nouveaux pays est exclu, sauf en cas d'harmonisation sociale, environnementale, fiscale préalable à cet élargissement. Comment pouvez-vous harmoniser le système des pays avant même qu'ils soient entrés dans l'Europe? Avec un raisonnement comme ça, on n'aurait jamais fait entrer l'Espagne, la Grèce, etc. Non, je vais mieux vous l'expliquer pour donner peut-être les sous-titres. Il faut d'abord qu'il y ait une harmonisation des 27 ou 28, disons 27 États membres. Et donc c'est seulement si on arrive à se mettre d'accord, les 27 États membres, sur un cadre de progrès social et fiscal, c'est-à-dire un impôt sur les sociétés en commun, c'est-à-dire des ambitions écologiques communes avec un 100% d'énergie renouvelable,
alors ensuite qu'on a ces règles-là qui garantissent le progrès social et écologique, on peut intégrer d'autres États dans le cadre de la coopération européenne. Sinon, que ferait-on? On fait ce que l'on a fait avec le dernier élargissement, c'est-à-dire qu'on ouvre encore plus le marché et qu'il y a encore plus d'États qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et ça produit ce dumping social, ce dumping fiscal qui existe aujourd'hui au niveau européen et contre lequel nous nous battons. Ça ne ferme absolument pas la porte à de futurs élargissements, ça la conditionne juste à une révision des règles pour l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Mais alors le problème, Manon Aubry, c'est que ce que vous appelez le dumping fiscal est aussi une manière pour certains pays de disposer de richesses qu'ils peuvent ensuite répartir au sein de leur pays. Donc on imagine qu'ils vont avoir du mal à lâcher ce que vous soulignez comme étant une fiscalité injuste. Qu'est-ce que vous proposez pour ces pays ? Alors, d'abord, je vais battre un peu en brèche l'idée qui consisterait à dire que parce qu'on est un paradis fiscal, en réalité, tout le monde se porte mieux dans le pays. C'est pas le cas du tout en Irlande, par exemple. En Irlande, certes, c'est un paradis fiscal, mais qui n'a pas, avec sa stratégie de paradis fiscal, enregistré tant de recettes fiscales supplémentaires que cela, et surtout qui n'a pas bénéficié aux classes les plus populaires et à l'ensemble de la société irlandaise. Le PIB par habitant est supérieur à la France, tout de même. Bien sûr, mais c'est un pays riche à l'origine. Mais le problème, en fait, de la stratégie d'évasion fiscale des pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si chacun va voler une partie du gâteau de l'autre, c'est qu'en faisant ça, la taille du gâteau global se réduit. Et qu'au rythme où on va, en 2050, les grandes entreprises ne paieront plus un seul euro d'impôt. Et ce qu'il se passe dans ces cas-là, concrètement, c'est que vous et moi, on va se retrouver à payer la note parce qu'a priori, je pense que personne ici dans ce studio n'a un compte en banque aux îles Caïmans, en Suisse ou aux Bermudes. Donc, on va être plus facile à taxer en augmentant notre TVA et notre CSG et on va tous payer le prix d'évasion fiscale. Donc, finalement, il faut arrêter ce cercle vicieux, cette stratégie du passager clandestin. Et pour cela, c'est pour cela aussi qu'il faut des règles fortes dans l'Union européenne pour mettre un coup d'arrêt et appeler un chat un chat. L'Irlande et le Luxembourg, il faut les désigner comme des paradis fiscaux. Vous proposez aussi d'établir une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, ça veut dire sur les importations. C'est une proposition évidemment intéressante que partagent d'ailleurs pas mal de programmes. Mais concrètement, comment allez-vous contrôler en Chine, en Indonésie, au Chili, le niveau de carbone qu'a nécessité la production des produits? Alors, je vais la reformuler pour que ce soit plus simple à comprendre. C'est plutôt une taxe kilométrique. Donc, aux portes de l'Union européenne, plus le produit ou la marchandise viendra de loin, plus il sera taxé. Je reprends l'exemple de mon lait de Nouvelle-Zélande. On ne fait pas plus loin sur la planète pour la France et pour l'Union européenne. Et donc, quand le lait arrivera aux portes de l'Union européenne, alors il sera davantage taxé, ce qui fait qu'on favorisera davantage la production européenne. C'est bon pour nos agriculteurs, dont un tiers gagne moins de 350 € par mois. Et c'est bon aussi pour la planète, puisque ça évitera à des marchandises de faire le tour du monde, ce qui n'a aucun sens écologique. Voilà concrètement. Et j'ajoute, vous dites que c'est présent dans d'autres programmes. C'est là où on voit en quoi le programme de La République En Marche est une vraie hypocrisie, puisqu'il propose une telle taxe carbone, alors qu'ils sont les mêmes à soutenir les traités de libre-échange, comme celui avec le Canada, le CETA, après lequel le trafic de marchandises entre le Canada et la France a été augmenté de 7%, autant de cargos en plus sur les routes qui polluent. Donc je pense qu'il faut être cohérent et ne pas mentir aux électeurs quand on fait une proposition. Mais alors, Manon Aubry, lorsque vous dites que vous vous opposez à une taxe carbone qui serait finalement une taxe carbone pour les individus, pour les ménages, c'est cela en fait dont vous ne voulez pas, est-ce que ça n'est pas aussi une manière de faire un peu démagogique, puisque le diesel, par exemple, il pollue, qu'il soit utilisé par des entreprises ou bien par des particuliers, et aujourd'hui, la fiscalité du diesel, elle incite les ménages à rouler au diesel. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça ? Alors, ce sont deux choses bien différentes. Quand on parle de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, c'est en réalité une taxe kilométrique. Je crois qu'elle est plus juste désignée de cette manière-là. La taxe carbone à laquelle vous faites référence, c'est celle qui a notamment suscité la mobilisation des Gilets jaunes en France. Et cette taxe carbone, en réalité, elle pioche davantage dans le portefeuille des ménages les plus pauvres. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi nos divergences avec d'autres mouvements de gauche, plus ou moins de gauche, c'est que nous pensons que l'écologie... Vous mettez des guillemets avec vos doigts, je le dis pour les auditeurs. C'est que l'écologie doit être populaire. Elle doit se faire avec les classes populaires. Et comment fait-on avec ceux qui roulent avec une voiture diesel ? Concrètement, vous commencez par leur offrir des alternatives de transport. Comment voulez-vous aujourd'hui culpabiliser, responsabiliser, individualiser ces ménages les plus pauvres et en même temps, dans la même dynamique, les culpabiliser
et ne pas leur donner d'alternatives de transport. Et donc, il faut commencer par faire ces alternatives de transport, et le gouvernement fait tout l'inverse, puisqu'il a libéralisé le rail, ce qui se traduit concrètement par des gares, des petites lignes de train qui ferment. Frédéric Seyss. Une question sur Juan Branco, qui a été candidat aux législatives pour la France Insoumise, qui est l'auteur d'un livre Crépuscule qui décrit l'élection d'Emmanuel Macron comme une sorte de hold-up des grandes fortunes sur la démocratie. Cette première place dans les ventes de livres, qu'est-ce que cela dit, selon vous, Manon Aubry, de la société française d'aujourd'hui? C'est inquiétant, c'est rassurant? J'ai pas forcément d'avis à avoir sur la question. Pour être honnête, je n'ai pas lu le livre, donc je pourrais pas vous donner un avis. Et vous savez, j'aime pas trop ces hommes et ces femmes politiques. Alors peut-être parce que je suis nouvelle, qui pensent avoir un avis sur tout. Vous bottez un peu en touche là tout de même. Bah non, mais j'ai C'est pas un lu. phénomène de société. Oui, mais j'ai pas lu le livre, intéressant. donc je peux pas vous dire de quoi il est le nom et qu'est-ce qui attire les gens. Et donc franchement, je pourrais vous faire de la langue de bois en disant je pense que, mais en l'occurrence, promis, une fois que j'ai lu le bouquin, parce qu'en l'occurrence on me l'a offert, promis, je reviendrai, je vous donnerai un avis éclairé sur la question. Mais l'idée, parce que bon, même si vous n'avez pas lu le livre, vous devez savoir qu'il est en partie lié, par exemple, sur des révélations de la vie privée et d'un proche du pouvoir, qu'il est aussi lié à toute une série de choses relevant des ficelles cachées dans la vie politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de peinture-là de la politique? Moi, c'est clair sur la façon dont on fait de la politique. Je ne suis pas pour exposer la vie privée des uns des autres, quand bien même ce seraient des adversaires politiques. Et je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour combattre la politique actuellement menée par Emmanuel Macron, sa politique en faveur des plus riches, avec des cadeaux fiscaux aux plus riches et la réforme fiscale la plus inégalitaire de la Ve République, que ça suffit dans notre besace d'arguments, je pense, pour aller convaincre les gens qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron renforcer le scrutin, qu'il faut l'affaiblir, qu'il faut envoyer un message dans les urnes. Et moi, je préfère me battre sur ce terrain-là, je me sens plus à l'aise. Une dernière question. Une dernière question rapide, avec une réponse si possible concise également. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen, selon laquelle, si Emmanuel Macron n'est pas en tête pour ces élections européennes, ça sera un désaveu, y compris national, et qu'il devra soit lui-même démissionner, soit au moins changer le gouvernement? Je pense que s'il sort affaibli de ce scrutin, il sortira en effet affaibli aussi pour mener ses politiques par la suite, ses politiques notamment antisociales comme la réforme des retraites. Pour autant, et c'est peut-être le sous-entendu de votre question, je ne souhaite absolument pas que le Rassemblement national arrive en tête, non seulement parce que le Rassemblement national, en réalité, sur certains éléments, a des idées proches, notamment sur les questions sociales et économiques de la République en marche, mais aussi parce que j'ai toujours combattu le Rassemblement national. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ne se fasse pas confisquer cette élection, parce qu'on nous présente un duo entre le Rassemblement national et la République en marche, et donc il y a une troisième voie, l'alternative, avec la liste que nous défendons pour ces élections de la France insoumise. Merci Manon Aubry, tête de liste France insoumise.